Europe 1. Merci Émilie. Qu'est-ce que j'avais dit il y a quelques semaines? Qu'Mbappé n'irait pas en équipe de France. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Est-ce que Fabien Lecoeuvre a dit il y a 3 semaines qu'ils avaient un problème avec le musée Gainsbourg? Absolument. Avec la trésorerie. Absolument. Et mecs, un associé. ça se passe sur Europe 1, ça se passe dans Marche sur la tête, c'est simple, c'est clair. Merci Émilie Dez de nous le faire savoir. On est heureux. Allez, réagissez. 01 80 20 39 21. Réagissez, tiens, sur Didier Raoult, interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans. On va réagir aussi sur Kylian Mbappé. Longuement sifflé hier. Et Lille qui a gagné, quel exploit de Lille face au Real Madrid. Le Real Madrid, je vous l'ai dit, je le dis depuis le début, j'ai dit la saison va être très compliquée. Ça vous l'aviez dit. On verra. Et après on me jette des pierres. Moi j'en ai marre. Allez, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Mais oui, on marche sur la tête. Merci d'être avec nous. Il est 16h04. On est en direct sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous êtes très nombreux à nous avoir écrit pour nous dire que l'émission d'hier était incroyable. On va le refaire. On va refaire ça avec nos 2 spécialistes. Je pense qu'on va le refaire dès semaine prochaine, les chéris. Voilà, dès lundi, le rendez-vous sera pris, lundi ou mardi. En tout cas, on va le refaire parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit, voilà, c'était incroyable. Il y a même, je vais vous le dire, vous savez qui m'a même laissé un petit WhatsApp pour me dire que l'émission était exceptionnelle? Une star internationale. Ah oui? Une star internationale, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Dites-nous. Eh oui, Elle est décédée, non? peut-être la plus grande star française. Ah bon? C'est qui la plus grande star française? Mylène À Farmer. l'étranger, non. Ah, à l'étranger, c'est Partout, le plus connu. Depardieu. Le plus connu. Le plus connu, c'est qui en vrai? Céline Dion. C'est qui non, non, mais elle n'est pas française, Céline Dion. Oui. La plus grande star française, c'est qui? à l'étranger. Non, mais partout, en France, à l'étranger, le plus connu de France. C'est qui en vrai? Il y a Brigitte Bardot, star mondiale aussi. Ouais, vous en oubliez un. David Guetta, les chéris. Mais oui, bien sûr. David Guetta, les chéris. Incroyable. Je me Et suis David Guetta réveillé. nous écoutait. David Guetta a écouté le podcast, il a adoré. Il m'a dit franchement l'émission, quel bonheur, c'est intéressant, etc. David Dingue. Guetta, les gars. Ouais. Oh, on est où là? Vous croyez quoi? Vous croyez vrai. qu'on rigole ou quoi? Plus grosse star française n'est pas conviée à la cérémonie Exactement. d'ouverture Et ou de je clôture. voudrais dire, quel mec exceptionnel. Qu'est-ce que j'aime ce garçon qui est d'une intelligence incroyable. Voilà, je voulais le dire sur Europe 1. Il est 16h05, on est en direct. Merci d'être avec nous. Restez avec nous. Il y a les infos de Fabien Lecoeuvre dans un instant. Didier Raoult interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans. Pourquoi? On lui reproche d'avoir fait la promotion et d'avoir prescrit de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19 alors que la communauté scientifique ne le recommandait pas. Est-ce que c'est pas plutôt une chasse aux sorcières contre Didier Raoult? Excusez-moi. C'est dingue ce qui se passe en fait. C'est que dès que quelqu'un prend un peu trop de place, dès que quelqu'un l'ouvre un petit peu trop, c'est terminé. Bam. Terminé. Didier Raoult, allez, ça dégage. Franchement, Olivier d'Artigol. Règlement de compte. Vous savez que Didier Raoult, je m'en souviens, était dans la composition du premier conseil scientifique. Exactement. C'était Delfrécy à l'époque. Exactement. Et il avait dit non, vu la manière dont ça va se passer, je reprends mes billes, je retourne à Marseille. Exactement. Et je pense qu'il y avait, il y a entre eux beaucoup de comptes qui se règlent, et là, celui-là n'est pas très propre. Voilà, c'est pas Jean-François Delfrécy Non, qui est là, derrière ça. là, n'est pas propre. Non, Là, n'est mais pas bon, propre. les mecs, c'est quand même, je suis désolé, les mecs, il y a une chasse aux sorcières sur Didier Raoult. En première instance, il avait reçu un simple blâme. Oui, Voilà, voilà. c'est ça que j'allais dire. C'est un peu la roulette russe, quoi. Bien sûr. Donc, en première instance, vous avez un blâme, et en deuxième instance, quand vous faites appel, vous êtes suspendu pendant 2 ans. C'est Est-ce un côté est-ce roulette qu'on russe, a quoi. un ici qui comprend la décision? Dites la vérité. Valérie Benaïm, peut-être un peu plus que les autres. Oui, non, moi je comprends qu'il ait été blâmé. Après, voilà. oui, bah si, parce Moi que aussi. voilà, moi je comprends tout à fait. Il y avait. Les mecs, vous oubliez que le président de la République était le premier à demander conseil à Didier Raoult. Oui, mais moi là, Il est allé à la Timone. oui, sûr, mais la oui. sanction pour laquelle il est. Mais les il est études épinglé, sans le feu vert voilà, sanitaire, c'est pour autre des chose. publications sans. Bon, il y a eu et puis il a eu le verbe haut aussi vis-à-vis. C'est surtout il ça. a un peu manqué de confraternité des fois aussi. Non, mais c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche. Je pense que c'est surtout ça qui est sanctionné. D'ailleurs, on le lui reproche, c'est écrit noir sur blanc. On lui reproche un manque de confraternité. Ouais. On lui reproche un effectivement manque de confraternité. Non, les mecs. on lui reproche son étude Donc sur on doit 30 000 patients. être un mouton en fait, on doit suivre. Non, mais il n'y a pas que Trop ça. médiatisé. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais il y a Fabien pas que- Lecoeuvre. À la suite à la médiatisation, le Conseil de l'ordre s'est réuni à plusieurs reprises, d'ailleurs, pour justement le montrer du doigt, comme tous les médecins qui font beaucoup de télévision. Mais il n'y d'ailleurs. a pas que lui. ça, Fabien. Mais c'est important le Il n'y a Conseil pas de que l'ordre. ça. Là, J'aimerais qu'on ait des auditeurs qui vont être un peu d'accord avec nous, voilà, ou pas, voilà, mais en tout cas avec ou Valérie Benaïm, ou moi, ou Gauthier Lebray, surtout soyez d'accord avec Gauthier Lebray. Mais je dois dire que je suis pas C'est ce un qui se fait de immense mieux. fan. Je sais. J'ai marqué une différence avec vous. Cyril. Moi, Je suis pas un immense fan de Didier Raoult, Ah je dois ouais, l'avouer. ouais. Médiatiquement, le personnage, puis même effectivement, il a respecté aucune procédure. Alors on peut dire que c'était l'urgence, il y avait évidemment une pandémie dont personne ne connaissait à l'époque l'origine, Alors, personne ne savait je vais vous dire, exactement ce qui allait se passer. moi, je suis toujours fidèle c'est vrai. et loyal. Et Didier Raoult a toujours été là pour moi.
À chaque fois que j'ai eu besoin de lui dans une émission, à chaque fois que je lui ai demandé d'intervenir, il a toujours été là. Et donc, je ne cracherai jamais sur Didier Raoult, sachez-le, parce que je détesterais que quelqu'un le fasse. Voilà, en tout cas, que quelqu'un... Vous avez raison. Voilà, moi, Didier Raoult, à chaque fois que je lui ai demandé de venir, il était là. À chaque fois que je lui ai demandé une exclue, il était là. Chaque fois que je lui ai demandé d'intervenir sur un sujet, il était là, il s'est déplacé. Donc, moi, quoi qu'il arrive, je suis loyal. Et Didier Raoult, voilà, en tout cas, avec moi, il a été irréprochable. Donc, forcément, voilà, moi, vous me connaissez. Voilà, il était passable en interview avec tout le monde. Hein. Je me souviens d'une interview avec Routel Krief et la spécialiste santé de BFM. C'était hyper violent. Ah oui, il les a flashés. Il n'y a qu'avec moi. Et Laurence, effectivement, ça se passait bien. Elle allait sur place souvent à Marseille pendant la pandémie et ça se passait bien. Ouais. Alors, on a Christian en ligne qui est avec nous. Bonjour Christian, merci d'être avec nous, entrepreneur. Oui, bonjour, comment ça va? Bah ça va très bien, bonjour Christian. On va bien, mais bon, on découvre des infos tous les jours qui nous font bondir, mon Christian, sur Europe 1. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal au ventre d'entendre tout ça. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est surtout l'atteinte à la liberté individuelle, parce que moi, je suis désolé, quand on a eu le Covid, quand cette catastrophe sanitaire s'est abattue sur le monde, en l'occurrence la France. On a quand même eu une sommité comme Monsieur Raoult, le professeur Raoult, qui a essayé de trouver des solutions pour nous. Tout le monde, beaucoup de personnalités ont été capables d'aller le voir. Aujourd'hui, nous parle de la loi aussi fin de vie, qui est une liberté individuelle. On est obligé de passer par les lois pour justement trouver une solution. Mais je pense que notre liberté propre, individuelle, c'est notre choix, ça nous appartient. Et avoir mis en question le professeur Raoult avec tout ce qu'il a pu donner dans ce monde. Oui, effectivement, c'est une personnalité. Alors moi je vais vous dire, Christian, moi je vais vous dire ce qui me dérange, c'est que tout ce qui dépasse, on coupe la tête. Je suis désolé les mecs. Regarde, on est bien placé pour le savoir. Je suis désolé les chéris. Didier Raoult, voilà, on essaie de le mettre hors jeu. Nous, on a essayé de nous mettre hors jeu également. C'est un petit peu différent, Cyril, dans la mesure où Didier Raoult, on lui reproche d'avoir fait une étude sur 30 000 patients qui est qualifiée d'étude sauvage. Mais je vais vous dire, mais Benaïm, ils auraient trouvé autre chose. Arrêtez un peu d'être naïf. C'est insupportable cette naïveté. C'est insupportable. Mais je vous le dis, c'est naïf ça. Ils auraient trouvé autre chose. Ils dérangeaient Didier Raoult, c'est tout. Donc quoi qu'il arrive, ils auraient trouvé quelque chose. Ils dérangeaient pas au début puisqu'on est allé le voir. Le président lui-même est allé le voir. Après, il a pris trop de place. Oui. Justement, ça a dérangé aussi que le président il le voit. Je vous le dis. Il y a des jalousies énormes. Vous croyez quoi? Mais Naïm, s'il vous plaît, arrêtez d'être dans le monde de oui, ma chérie. Excusez-moi. Mais non, mais oui, Christian. Allez-y. Oui, Madame Benaïm, je vous apprécie beaucoup. Mais oui, mais bon. Et franchement, c'est la bonne réflexion. Mais enfin, en attendant, les progrès de la science se sont faits même dans des caves. Au départ, les premières autopsies. Vous avez raison. On a découvert comment on a découvert parce qu'il y a des gens qui à un moment donné ont été au-delà à fond dans leurs convictions et au-delà des lois. Et grâce à eux, aujourd'hui, on va au coin de la rue à la pharmacie dès lors où on a un problème. Alors, là où je vais vers vous, Christian, c'est que c'est vrai que dans ce que dit le Conseil de l'ordre des médecins, ils reconnaissent que le professeur Raoult n'a pas fait courir à ses patients un risque injustifié parce qu'il a sciemment écarté des patients qui présentaient des facteurs de risque les plus élevés. Voilà, ça c'est vrai. Bah oui, mais non, mais on est d'accord. Alors, comment leur reprocher? Christian, je vais vous dire, c'est ce que je lui disais il y a un instant à Valérie Benaïm, il faut arrêter un petit peu d'être naïf, excusez-moi, on n'en peut plus de la naïveté. Didier Raoult, il a été mis hors d'état de nuire, on l'a mis hors jeu parce qu'il dérangeait, c'est tout. Et il disait des choses qui dérangeaient, donc on s'est dit, lui terminé, allez, ça dégage, allez, Didier Raoult, on veut plus le voir. Je suis désolé, excusez-moi. Est-ce qu'il n'aurait pas dû calmer le jeu à un moment donné? Mais alors c'est ça, calmer le jeu. Peut-être, je sais pas. Mais donc ça veut dire quoi, Cyril, calmer le jeu? Ça veut dire donc qu'il y a atteinte à la liberté d'expression. Je suis désolé, excusez-moi. Non, ça veut dire donc qu'il aurait quoi? Donc il aurait dans dû sa pratique professionnelle. Il aurait dû la fermer un petit peu, Didier Raoult, pour pouvoir. Mais arrêtez, non mais un moment. Non, je réfléchis parce que 2 ans, c'est un règlement de compte, c'est vrai. Mais ça aurait été de attention, l'hypocrisie. il est quand même aussi visé par une enquête judiciaire. Attention, il n'y a pas que l'ordre des médecins. Donc moi je veux bien que, et oui, il y a certainement de ce que vous dites, Cyril. Bien sûr, il y a de la chasse à l'homme, etc. Mais par ailleurs, il y a le parquet qui ouvre une enquête. Et quand le parquet ouvre une enquête, c'est pas juste parce que on voudrait sans autorisation. Mais ça on l'a dit, on en parle depuis tout à l'heure. Mais vous voyez bien, ils auraient trouvé Oui, Christian, excusez-moi. Oui, non, mais je vous en prie. Moi, je voudrais essayer de mettre tout le monde d'accord. Imaginez-vous
vous vous retrouvez dans une solution à un endroit où il n'y a plus qu'un seul médecin, c'est Didier Raoult. Ouais. Et vous avez des problèmes. Vous faites quoi? Vous allez le voir pour qu'il essaie de vous aider, ou vous allez pas le voir, ou alors parce que non, ce pauvre monsieur, il a fait des choses, etc. Non, mais il faut être sérieux, je pense. Mettez-vous 30 secondes à en donner là, et je pense qu'à un moment donné, vous allez revenir sur Terre et vous poser les bonnes questions. Et effectivement, ce monsieur a été au-delà, a été pionnier, et il a réussi ou pas réussi. Mais ce monsieur, faut arrêter, quoi. Tout une histoire d'argent et une histoire, comme vous disiez très bien, Cyril, de vengeance personnelle, parce que ce monsieur a vraiment une personnalité. Ah oui, mais c'est ça, c'est tout. Merci Christian d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va prendre Georges dans un instant. Merci, à bientôt. Merci Cyril. Christian, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous. On a Georges qui est avec nous, qui habite Paris. Bonjour Georges. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais on vous entend extrêmement bien, vous avez une voix magnifique. Georges, c'est gentil, merci. Vous faites quoi dans la vie, mon Georges? Je suis dans la finance, voilà. Dans la finance, waouh, j'adore, dans la finance. J'adore, on va pouvoir se voir tous les deux apparemment. On va se voir bientôt, Georges. Je fais des placements, Cyril. Donc non, c'est pas vrai. Alors moi, je fais juste des déplacements. D'accord. On va essayer de se croiser. Vous vous déplacez et on signera des contrats. Alors. Bon, avec grand plaisir, Georges. Vous habitez Paris, vous avez 34 ans. Merci, Georges, d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur le professeur Raoult? Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, un petit peu, ce que vous disiez, c'est le président Macron l'a un peu légitimé. Enfin, on l'a mis. On l'a légitimisé en fait, ce monsieur. C'est-à-dire qu'on lui a quand même demandé son avis, on l'a appelé. Moi, je me souviens quand j'ai entendu professeur Raoult parler à l'époque, c'était un peu on a dit il va nous sauver en fait. Ah oui. Parce il sait pas à l'époque, on savait même pas qu'il y avait des vaccins. Donc c'est après qu'on a évidemment compris qu'on allait avoir des vaccins. Ouais. Mais au début, c'était un peu le sauveur. Moi, je me suis dit, c'est incroyable, super, tant mieux, on va être guéri et on va le suivre. Et finalement, on l'a pas du tout suivi et on a appris après que c'était c'était pas. Voilà, je trouve qu'il a un petit peu, même si c'est une sorte de com, je trouve qu'elle a un peu fait plouf après la com. Hein. Oui, non, mais bon, après, je pense que voilà, ils étaient un petit peu sur ses côtes et le problème, c'est qu'ils étaient trop starisés. Je vous le dis, c'était devenu une star et ça a dérangé, c'est toujours comme ça. Ne croyez pas. Là où il y a de l'hypocrisie, c'est que beaucoup de personnalités, y compris politiques, sont allées le voir dès le début. Exactement, ouais. Il a critiqué la vaccination généralisée. Au final, ça lui a donné raison. Et pas la vaccination, il n'a pas critiqué la vaccination. Généralisée. Exactement, je sais. Non, il a critiqué la vaccination généralisée, mais pas la vaccination. Donc il a été. Et il a eu un propos après, en termes de retour sur expérience sur le confinement, où aussi, il a dit des choses justes. Ah oui. Mais c'est l'expérience qui nous a permis de savoir ça. Justement, oui. Il ne croyait pas à la deuxième vague. Je me souviens qu'il ne croyait pas à la deuxième vague. Exact. Il ne croyait pas à la rechute. Non, il ne croyait pas. Même il ne croyait pas au départ, parce que souvenez-vous qu'au tout début, il disait. C'est pas parce que. Une grippe, non ? Oui, il avait dit que c'était une grippette et c'est pas parce qu'un Chinois tousse que toute la planète va s'arrêter de tourner. Merci, merci. Merci Georges d'avoir été avec nous sur Europe 1. Super, pas de problème, à bientôt. Je vous fais de gros bisous, Europe. Vous nous écoutez tous les après-midi, mon Georges ? Oui, exactement, j'essaye entre deux rendez-vous. Voilà. Ça me fait bien plaisir, Georges. Si vous aimez l'émission, je suis content. Voilà, c'est top. Merci. En tout cas, super émission. On vous attend. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Vous le savez, c'est votre rendez-vous. On marche sur la tête 16h, 18h sur Europe 1. On va prendre Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Céline. Vous habitez dans l'Hérault ? Oui, tout à fait, c'est ça. J'adore, c'est une de mes chansons préférées de Mariah Carey. L'Hérault ? There's a hero. J'adore. If you look inside your heart, c'est beau. You don't have to be afraid of what you are. Et vous êtes fluent en anglais ? Yes. Céline, que faites-vous dans la vie ? Alors, écoutez, en fait, je ne travaille plus, je suis en situation de handicap. Ah oui, vous avez déjà eu Céline, exactement. Et vous cherchez du travail. Alors non, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué ma situation et j'ai énormément de rééducation à faire dans ma vie. D'accord. Donc j'aurai pas vraiment le temps de. D'accord. Bon écoutez, on espère que ça va aller mieux. En tout cas, on est avec vous tous les jours de 16h à 18h. On espère que ça vous change un peu les idées et que vous êtes heureux de vous retrouver. Et puis il y a un truc aussi qu'il fallait absolument que je vous dise. Dites-moi. C'est qu'en fait, moi, quand j'ai eu mon accident, je suis restée pendant 7 mois dans un centre de réadaptation et j'ai découvert D8 à l'époque. Ah oui. Et en fait, je vous ai découvert. Ça me fait bien plaisir. Et vous êtes resté avec nous. Et en fait, vous m'avez sauvé la vie tous les soirs pendant 2 heures, je rigolais et depuis, je suis complètement fan. Et Cyril, je t'adore. Céline, ça me fait bien plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, Céline. Jamais, vous êtes vraiment tous merveilleux. Vous êtes un amour, Céline. Merci beaucoup, Céline, d'être avec nous. En tout cas, sur Europe 1, vous vouliez réagir sur le professeur Raoult. Je crois que vous êtes un petit peu d'accord avec moi. Oui, alors complètement. Pour moi, c'est de l'acharnement.
déjà depuis le temps, je pensais qu'ils étaient passés à autre chose. Ils nous avaient lâché. Oui. Ils avaient écrit un bouquin où ils avaient bien expliqué qu'il avait des preuves, des statistiques que l'hydroxychloroquine avait aidé des gens. Oui. Oui, c'est ça, bah oui, exactement, oui. Voilà, et que en fait, parce qu'il est différent, parce qu'il est à contre-courant, bah ça plaît pas. Non, mais c'est ce que je ressens. Moi, je sens quand même plus une chasse à l'homme qu'un désir, voilà, de faire le bien et de dire voilà, le professeur Raoult s'est trompé. Je pense que moi aussi, je suis un petit peu comme vous, Céline. Je pensais qu'ils étaient passés à autre chose. Hein. Ça y est, professeur Raoult, je pensais qu'il l'avait un petit peu lâché. Il a passé la main en plus. Bah oui, c'est ça. Donc, bah oui, je comprends pas en tout cas. Céline, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bah, avec grand plaisir. Et puis franchement, merci de nous faire du bien tous les jours. Vraiment, je t'aime fort. Et ben moi aussi, ma Céline, je te fais d'énormes bisous. Tu viens voir quand tu veux. Je te tutoie aussi, hein, comme ça. Merci beaucoup. Bah, je t'embrasse fort, Céline. Continuez comme ça. Merci. On a quelqu'un qui a un prénom formidable qui veut nous parler sur Europe 1, 01 80 20 39 21. C'est quelqu'un qui est certainement extrêmement séduisant. C'est quelqu'un qui s'appelle Cyril. Bonjour Cyril. C'est exagéré. Bonjour Céline. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Bonjour, oui, je voulais vous appeler parce que je suis chercheur, c'est mon métier. D'accord. Et j'ai l'impression que les gens comprennent pas bien comment ça fonctionne la recherche. Et je trouve ça un peu dur de juger l'époque Covid avec les yeux d'aujourd'hui. La recherche, elle se base sur des données, c'est des données qu'on compile, on discute avec nos pairs, et c'est comme ça qu'on aboutit à des solutions. Dans le cas du Covid, c'est un peu différent parce que on était sur un nouveau problème, un nouveau produit, il n'y avait pas de données. Et un chercheur consciencieux aurait dit j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que j'ai pas de données. Donc je dois réfléchir, je dois poser des questions et je dois trouver une solution. Le problème c'est qu'en état d'urgence, on n'a pas le temps, c'est pas une réponse acceptable de je dois réfléchir. Je dois réfléchir, j'ai pas de solution et on fait venir des médecins et des professeurs sur les plateaux télé et c'est pas pour que les gens qui sont enfermés chez eux, on leur dise bah je sais pas. Je sais pas, il n'était pas entendable à l'époque. Exactement. Donc il a fallu trouver des gens qui avaient assez de bagou, de charisme, d'intelligence aussi, pour dire, bah écoutez, j'ai une solution, j'ai peut-être quelque chose. Et sans ça, on a en fait le monde a besoin qu'on leur crée des héros. Et en ça, je veux pas remettre en cause que Didier Raoult, c'est quand même un très bon, son historique de chercheur et de professeur est excellent, mais il a quand même une dégaine de Jésus. Oui. Il passe bien à la télé et il avait le profil parfait du héros, il avait un charisme fou, il avait des compétences et un CV impressionnant et en ça on a été le chercher, il a essayé de trouver des solutions, il a essayé d'aider la population mais je pense qu'il s'est brûlé les ailes sous le feu des projecteurs, sous le feu des médias qui lui pressaient de trouver une solution. Et en ça je trouve que c'est dur aujourd'hui d'aller critiquer, d'aller juger et même condamner ce professeur, parce que c'est facile avec 2 ans de recul, des études qui ont abouti, des recherches, des données, d'aller juger quelqu'un qui a dû travailler sans rien, à l'aveugle. Et donc, c'est là où je suis un peu d'accord avec ce qui est dit sur le blâme, effectivement, parce qu'il a complètement flingué les protocoles de recherche pour arriver à ses conclusions. Mais le 2 ans d'interdit d'exercer, il faut quand même pas exagérer. Enfin, c'est là où je suis un peu aussi d'accord avec vous. Là, on est en train de faire un exemple. Et pourquoi une fois un blâme, l'autre fois 2 ans? C'est ça. Alors que c'est la même alors instance. ça, j'aurais pas de mots sur la justice et sur le sanitaire. C'est un peu aléatoire. C'est vrai. Merci en tout cas Cyril d'avoir été avec nous sur Europe 1. Mais de rien. Bah, ça nous a fait bien plaisir. Vous continuez à chercher. Hein. Moi, j'arrête pas de chercher, je trouve jamais rien. Moi. Donc, je vais vous dire, donc, vous avez de la chance. Vous habitez où, Cyril? Vers où? Vers Lyon. Vers Lyon, j'adore. Ah bah, j'y serai ce week-end. Ah oui? Je suis à Lyon ce week-end. Vous avez un tournoi? Je suis à Lyon ce week-end, donc si vous voulez venir me voir, avec grand plaisir. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Merci Cyril. Je vous fais de gros bisous Cyril. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. On a Marc qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous Marc. Bonjour. Vous nous appelez d'où Marc? De Marseille. Ah magnifique. Ah, vous êtes bien là-bas. Hein. Voilà. Alors Marc, justement de Marseille. Professeur Raoult, j'aimerais bien avoir votre avis. Eh ben alors moi j'ai pas eu affaire directement avec lui quand il y a eu le gros problème du Covid. On était des milliers de personnes à décembre pour se faire tester. Oui. Et croyez-moi qu'il y avait des 4 à 5 heures d'attente. Ah oui. Et même 6 heures ou 7 heures pour tout le monde se faisait tester. Et ils étaient vraiment équipés. Et après, moi, j'ai attrapé le Delta. Ah moi, je suis pas vacciné. J'ai jamais voulu me faire vacciner. J'ai des problèmes de cœur et j'ai des problèmes de tension. Voilà. Je me suis pas fait vacciner. Et quand j'ai eu le Delta,
je suis allé voir mon ami le docteur, il m'a donné de l'ivermectine et la zithromycine. Eh bien, croyez-moi, en 3 jours, ce que j'ai sorti des bronches, vous pouvez pas savoir. Ah ouais. Vous pouvez pas savoir. Ouais. Et vous avez été guéri en 3 jours? 3-4 jours, j'avais plus rien. D'accord. Donc, mais j'ai sorti énormément que de vraiment pas bon, quoi. Ah ouais. Et ça fait que, moi je dis merci le professeur Raoult. Hein. Et c'est la première fois que j'interviens à une émission. Voilà. C'est vrai, Marc, ça me fait bien plaisir. Vous nous écoutez, vous avez écouté par hasard ou vous nous écoutez souvent sur Europe 1? Non, moi je vous écoute souvent, même sur la 8. Merci, Marc. Souvent, ça me fait bien plaisir, Marc. Et moi... je voulais défendre le professeur Raoult parce que quand il y a eu le Covid, il n'y avait que lui qui faisait tester les gens. Hein. Et je vais vous dire, et moi, le professeur Raoult, avec moi, il a toujours été exemplaire. Chaque fois, comme je l'ai dit, à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, à chaque fois que je l'ai invité dans l'émission, il est toujours venu. Et après, il traite les gens que le zithromycine et la vermicine, ça ne marche pas. Pour moi, ça a très bien marché. Très bien. Merci. Merci pour votre témoignage, Marc. Merci de nous avoir appelé sur Europe 1. Et vous nous rappelez quand vous voulez, bien entendu. Vous êtes le bienvenu sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Dans un instant, Claude Malhuret, l'ancien ministre, se lâche au Sénat sur Lissy Castet. C'était une cas. Il a fait un cauchemar. C'est un truc de fou. On va en parler dans un instant avec Gauthier Lebret. Vous allez voir le cauchemar. Sondage Europe 1, 58% des Français jugent que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord avec Dites-nous 01 80 20 39 21. On vous prend à l'antenne dans un instant. Et puis Kylian Mbappé, il ne sera pas appelé pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. C'est ce que j'avais dit. Je vous le dis, ça se passe mal. Le Real Madrid, c'est catastrophique. Le Real Madrid, très mauvais début de saison. Je vous le dis. Oui. Pour l'instant, les faits vous donnent raison, Cyril. Les faits me donnent raison. J'espère qu'ils vont me donner tort. Avec une grande constance. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. Allez, tout de suite. 01 80 20 39 21. Il y a beaucoup de sujets. Vous nous appelez. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent c'était quoi le thème d'hier. Le thème d'hier, bien entendu, c'était y a-t-il un risque de 3e guerre mondiale? Et on a eu 2 invités incroyables, qui on va les faire revenir. Il y avait le général Dominique Trinquant, exactement, et il y avait le responsable Valeurs Actuelles, le responsable politique de Valeurs étrangères, exactement, qui a été très bon aussi. Franchement, donc on va les réinviter. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on avait encore plein de questions à leur poser. Il est 16h32, ça continue, on marche sur la tête. C'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On va parler de l'ancien ministre Claude Malhuret qui était au Sénat et qui a fracassé Lissy Castet. On va réécouter ce sonore. Écoutez, et puis Gauthier Lebret va nous raconter tout ça dans un instant. Regardez, ça c'est juste une petite pépite, ça. Écoutez. J'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, monsieur le Premier ministre. À la place où vous êtes, c'était Lissy Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable et du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Oh, il est incroyable, lui. Oh, lui, je le veux, il faut qu'on l'invite, lui, Claude Malhuret. Il faut qu'on l'invite, franchement. Ah oui, il est très drôle. Et il est habitué, donc il est sénateur, président du groupe Les Indépendants. Et hier, Michel Barnier est donc venu lire son discours de politique générale, parce qu'il a fait donc l'avant-veille l'Assemblée nationale. Et donc hier, il était au Sénat. Et donc tous les présidents de groupe lui ont répondu. Et effectivement, Claude Malhuret a dit, en gros, on l'a échappé belle. On l'a échappé belle, on a échappé au Nouveau Front Populaire, on a échappé à Lissy Castet, à Matignon. Et donc il soutient Michel Barnier. Franchement, non, il était drôle. Et Sandrine Rousseau lui a répondu sur X. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle lui a dit, j'en rêverais d'avoir ce ministère Finances et Décroissance. Ah ouais. Elle dit qu'elle est partante. Elle est partante. Elle est partante pour tout, de toute façon. Sandrine Rousseau, elle est partante pour tout. Les chéris, les Français et l'immigration. 58% des Français jugent que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Et il y a des propos de Jean-Luc Mélenchon qui ont fait réagir, Gauthier Lebret. Alors, vous savez que c'est un sondage, donc c'est ça pour CNews, Europe 1, le JDD, en réaction à la phrase prononcée face à Darius Rochebin de Bruno Retailleau, qui a dit l'immigration n'est pas une chance pour la France. Donc il est soutenu par quasiment 6 Français sur 10. C'est d'ailleurs la carte que va brandir à chaque fois Bruno Retailleau, parce que il a créé beaucoup de remous au sein de la Macronie, au sein même du gouvernement. Il va dire les Français sont d'accord avec moi. Je propose plus de fermeté. Il y a 7 Français sur 10, entre 7 et 8 sur 10 qui sont d'accord avec toutes les mesures de fermeté en ce qui concerne la sécurité et l'immigration. D'ailleurs, Bruno Retailleau, on ne voit
que lui. C'est quasiment un vice-premier ministre. Ouais. Il fait une interview par jour. Ouais, il est très médiatique. Il assume de déplaire au reste et à l'aile gauche de la Macronie en disant que voilà, ces mesures sont plébiscitées par les Français. Et lui, il veut faire baisser l'immigration légale et illégal, il a bien insisté hier encore là-dessus. Il veut trouver des solutions sur la sécurité. Et il y a Jean-Luc Mélenchon qui a réagi dans une tribune sur la créolisation. Il a dit qu'il plaide en faveur de la créolisation de la France et dénonce les élucubrations du ministre Retailleau sur les improbables racines judéo-chrétiennes de l'identité française. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, il suffit d'aller dans tous les villages de France. Oui. Il y a quoi dans tous les villages de France? Il y a une église. Exactement. Donc, attaquer Bruno Retailleau en disant il essentialise tous les étrangers quand il dit l'immigration n'est pas une chance, ça, à la limite, on peut l'entendre. On a le droit de discuter là-dessus. Là, on peut discuter, mais remettre en cause les racines judéo-chrétiennes de la France. Alors, on sait très bien ce que veut Jean-Luc Mélenchon, c'est la créolisation. Il appelle ça d'ailleurs la Nouvelle France, hein, donc c'est assumé. Mais remettre en cause les racines judéo-chrétiennes, alors que dans chaque village de France, vous avez un monument aux morts et une église. Surtout, je vois pas en quoi elles sont improbables. C'est historique. Surtout, je vois pas en quoi elles sont improbables. Voilà, elles sont là, elles sont posées. On peut ensuite discuter et ne pas être d'accord sur l'évolution de qui va peupler la France et comment elle va changer ou comment elle va rester. Mais en revanche, elles ne sont pas improbables, les racines judéo-chrétiennes. Fabien Lecoeuvre. Ouais, c'est factuel ce constat. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les églises, les monuments aux morts, même les temples pour les protestants, enfin, etc., on connaît les racines de la France. Enfin, c'est évident. Aujourd'hui, transformer les choses pour convaincre un électorat, évidemment, on connaît cette histoire. Voilà. Mais moi, je trouve que franchement, Mélenchon part dans tous les sens. Est-ce que vous vous souvenez quand même des années qu'on a partagées où il n'était pas du tout question du fait religieux? Oui, on a vécu des années comme ça. Bien sûr. Ça restait de la sphère privée. Et on était bien mieux d'ailleurs. On était bien. C'était de la sphère privée. Après, je trouve que sur le sondage, il y a 4 Français sur 10. C'est ça. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Qui jugent que. Je suis d'accord. Il n'y a pas de sujet. On peut avoir cette lecture aussi. C'est pas qu'il n'y a pas de sujet. Les Français qui doivent être en désaccord avec Bruno Retailleau doivent lui reprocher de faire une généralité. Ils doivent se dire, c'est au cas par cas, il ne faut pas faire de généralité en disant que toute l'immigration n'est pas une chance pour la France. Mais Bruno Retailleau, c'est ce qu'on a dit ici d'ailleurs quand on a dit qu'il y avait des immigrations. Mais Bruno Retailleau, il réagissait par rapport évidemment au meurtre de Philippines, par rapport aux OQTF. Et hier, il a dit qu'il avait été touché personnellement à l'Assemblée nationale parce que il était ami du père Olivier Maire qui a été tué par un Rwandais sous 3 OQTF qui avaient déjà mis le feu à la cathédrale de Nantes. Et d'ailleurs, il était très ému, il avait des trémolos dans la voix, il était au bord des larmes, donc lui-même est touché. Donc après, c'est toujours pareil, il y a la théorie et la pratique, il y a les beaux esprits qui disent « Oh, c'est horrible ce que dit Bruno Retailleau », et puis il y a la réalité des faits. Et il y a un sujet pour le ministre de l'Intérieur, c'est de faire augmenter ces OQTF et leur réalisation. Et puis la réalité, pour moi, c'est le nombre et le choc de civilisation. Parce que c'est ça qui fait problème aujourd'hui sur les cultures occidentales. Merci, on a Pascal en ligne avec nous. Bonjour Pascal, qui nous appelle du Périgord. Bonjour Cyril. Le Périgord, j'adore. Je voulais faire des t-shirts, le Périgord, j'adore, Pascal. Merci, vous faites quoi Pascal dans la vie? Là, je travaille plus depuis 2 mois. Ouais, tranquillou bilou quoi. Tranquillou bilou, non. Je vais reprendre une activité incessamment, mais... Voilà, je me repose un peu, on va dire. Bon, très bien. Tout va bien, mon Pascal? Oh, tout va bien. Ouais, je vous écoute, là. Je vous écoute. Et puis, j'aime bien votre émission. Bah, ça me fait plaisir. J'avais une question à votre chouchou, là. Oui, Gauthier Lebray. Il y en a qu'un, donc. Mais il s'appelle comment? Parce que moi, en fait, j'ai un problème auditif, mais c'est Gauthier Lebret, le Bray, c'est comment? Alors, c'est le Bray, Alors, le Bray, parce que j'entends le Bray, j'entends machin. Alors, il y a débat au sein de ma propre famille sur la prononciation le Bray ou le Bret. Il se trouve que sur CNews, effectivement, tout le monde prononce le Bret, mais moi, alors que j'en ai jamais parlé à Cyril, je préfère le Bray. Et donc Cyril m'appelle le Bray. Mais c'est vrai. Si je peux me permettre, Pascal, mais le B est un B, c'est pas un V, hein. Y a pas de. Pour son bien, et je pense que appelez-vous comme je vous appelle. Voilà. C'est-à-dire, je pense que c'est le Bray. Voilà, exactement. Mais personne dit brunette. Personne dirait brunette. Bah, bien sûr. Non, mais c'est un teigneux, j'aime bien. Moi, je sais. Personne ne dit Julien Courbette. Oui, franchement. Bah oui, bah voilà. Donc, bon, Pascal, alors vous commencez à vouloir réagir sur Jean-Luc Mélenchon, vous? Ouais, alors non, mais le paria de la politique, qu'est-ce qu'un type comme ça, si je peux me permettre,
déjà, il faudrait le parti, là, faudrait le dissoudre, parce que ça soit le Pokémon, là, le bouton Boyard. Non, mais alors lui, c'est une catastrophe. L'autre qui connaît même pas Pétain. Ah oui. Il parle alors de Logu, non, mais alors lui, il était chauffeur, lui. Non, mais je sais pas. Oui, c'était le chauffeur de Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'il reste chauffeur. Mais il y a des chauffeurs qui sont extrêmement cultivés. Ouais. Hein. Sur le papier, ça serait une très belle réussite. Hein. Bien sûr. Mais lui, c'est vrai. Monsieur, le paria de la République, comme vous dites, il a fait 22% à la dernière élection présidentielle. Oui, mais depuis, il a quand même c'est énormément abîmé depuis. Hein. Oui, Pascal. Ça veut dire que c'est 22% de parias qui ont voté pour lui. Non, je dirais pas que ce sont des parias. Les gens qui votent, comme je le dis pas pour exactement, moi je suis comme vous, moi aussi. Voilà, c'est vrai que chacun a ses raisons de voter pour telle ou telle personne. Oui, mais enfin bon, écoutez, je vais vous dire sincèrement parlant, on vit dans un monde, moi de toute façon je pense que je vais quitter la France, je vais aller habiter au Vietnam. Ah ouais, très bon. Ouais, parce que y a tout qui m'écœure. Je suis écœuré de la politique, je suis écœuré de Mélenchon, je suis écœuré de la justice, je suis écœuré de plein de choses et bien sûr. Alors l'immigration, n'en parlons pas. Quand vous voyez que Mélenchon il valide tout, lui il veut régulariser tout le monde. Oui. Et la chèvre de Monsieur Seguin, là, comment elle s'appelle, Casté. Oui. Casté. Alors elle. Chèvre de Monsieur Seguin. Elle, c'est une catastrophe ambulante. Vous vous rendez compte, si on régularise tout le monde demain, mais on fait comment? Non, mais alors elle est revenue d'ailleurs sur ce qu'elle a dit. Pascal, elle s'est reprise. Elle a dit que c'était de la faute des journalistes et qu'effectivement, si une personne avait commis un crime ou un délit et qu'il était sous OQTF, elle le régularisait pas. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Merci. Mais moi, j'ai été insulté par des OQTF. Je vais vous dire, il y en a même un qui s'est permis de me dire qu'il était plus français que moi. Ah ouais. Alors bon, en même temps, ça prête à rire. Mais si vous voulez, on vit dans un monde d'aujourd'hui qui est complètement surréaliste, débile, et on vit dans l'insécurité totale. Ouais. Et puis je vais vous dire, avant de s'occuper des OQTF et des gens qui viennent ici pour commettre des viols et des machins, on n'a qu'à s'occuper déjà des Français qui sont nés ici, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la galère. Alors ça, c'est ce que pas mal de gens disent, Gauthier Lebray, mine de rien. On a eu le débat avec l'aide médicale d'État, bien sûr, qui coûte 1 milliard par an aux caisses de l'État. Et puis, il y a toujours des questions de symboles. C'est nous, après, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a repris cette information, mais c'est nous qui en avons parlé les premiers, sur le fait qu'on puisse se faire recoller les oreilles dans la liste de soins. Oui, non, mais c'est du symbole, Olivier. C'est un symbole très important. Évidemment que c'est pas la majeure partie de l'aide médicale d'État. Et tout le monde ici a dit on est pour l'aide médicale d'urgence, évidemment, qu'on soigne quelqu'un qui est dans l'urgence. Sauf que, selon toutes les projections, ça coûterait 70 millions par an. Donc 1 milliard 70 millions, ça fait quand même une sacrée économie. Et c'est du symbole pour ceux qui nous écoutent. Regarde notre auditeur qui réagit. Regarde notre auditeur qui réagit. Il se dit, il y a ma voisine qui a du mal à boucler les fins de mois, ma sœur qui n'arrive pas à se faire refaire les dents et qui ne sera pas remboursée à 100%. Bon, mon frère qui renonce à tel ou tel soin. Et j'apprends, en écoutant Europe 1 d'un coup, qu'on peut se faire recoller les oreilles si on est migrant en situation irrégulière. Je suis choqué. Je veux le symbole. Comment une personne intelligente comme vous, Gauthier, ne peut pas comprendre, comme toi, Gauthier, ne peut pas comprendre un argument de bon sens que les soignants n'arrêtent pas de répéter, qui vise à dire que si tu ne soignes pas les oreilles, laissez-moi. Réponds-moi sur les oreilles. Réponds-moi sur les oreilles. Arrête avec les oreilles. C'est comme les poissons vivants, c'est pas la majorité de l'espèce. Et la tête. Non, mais est-ce que vous entendez cet argument de bon sens que si vous intervenez trop tardivement, ça va engorger les urgences et ce sera budgétairement quelque chose d'encore plus cher. Tout le monde fait cette démonstration. Mais il dit n'importe quoi. Mais on s'en fout de votre démonstration. Le rapport Stefanini. Tu sais quoi, Stefanini? C'est ressorti ce que tu avais dit. Gauthier Lebray, toujours priorité au direct. Stefanini, 2022, il était pour supprimer l'aide médicale d'État. Quand il a travaillé depuis. Ah oui, d'accord. Non, Stefanini, il est sérieux. Mais je vais vous dire. Il a travaillé. Mais attendez, Pascal, que je vais répondre à Olivier d'Artigol, qui se trompe complètement de sujet. On s'en fout de ce que vous dites, Olivier d'Artigol. Ce que vous n'avez pas compris. Ce que veulent les Français. Dis-moi. Les Français, ils ne veulent pas de ça. Non, mais les Français ne veulent pas de ça. En fait, ils veulent juste peut-être une aide médicale d'urgence. Voilà, exactement. Évidemment, c'est tout. Mais votre histoire là, que vous dites après, ça va coûter plus cher. Oui, ils en ont rien à carrer. Croyez-moi. Pascal, j'ai raison ou pas?
Mais il faut toujours aller dans le sens laissez parler Pascal. Du sondage majoritaire sur tous les sujets. Pas du tout. Laissez parler Pascal, parce que j'aimerais bien avoir l'avis d'un Français. Il s'en fout que ça coûte plus cher après. En fait, pour lui. Mais que ça grèvera. Non, mais pour lui. Ah, c'est pas une question budgétaire alors. Oui, non, mais pour lui, moi, pour Pascal, si je pense que je vais me mettre. Je pense que Pascal, il dit, il n'y a pas de soins. Il y a juste des soins pour vraiment les urgences. Mais c'est tout, il n'y a pas de soins. C'est ce qu'il dit. C'est ça. On est d'accord. C'est ce que vous vouliez dire, Pascal. C'est ça. Voilà. C'est ça, complètement. Peu importe si ça coûte plus cher. Oui, il n'y a pas de soins. Je suis pas d'accord. Moi, Pascal, je pense. De toute façon, on peut pas être d'accord sur tout, mais bon. Mais là, sur rien aussi. Il y a aussi sur rien avec. Évidemment, les maladies graves, les maladies. Pas tous en même temps, Pascal. Ce sont des étrangers en situation irrégulière. Mais situation des êtres humains. Mais oui, on n'en peut plus. Mais les Français qui. Si demain, moi, je vais aux urgences. Ah oui, vous avez raison. Je vais vous dire, on me soignera pas. Je vais vous dire. Mais Pascal, écoutez ce que dit Pascal un peu, Olivier. Mais je vais vous dire, si vous supprimez l'aide médicale d'État, ça ne réglera en rien la situation catastrophique des urgences. Mais je vais vous dire, avec vous, Olivier d'Artigol, c'est comme avec Valérie Benaïm, Wikewalk, là. Je n'en peux plus. C'est Wikewalk, là. Je n'en peux plus de Wikewalk, Pascal. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Avec eux, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Mais je vais vous dire, mais je vais vous expliquer quelque chose d'Artigol et Benaïm, qui n'avaient certainement jamais géré une entreprise. Une entreprise, ça se gère par petite pierre par petite pierre. Et c'est quand on va faire un petit truc ici, un petit truc là, un autre petit truc ici, un autre petit truc là, qu'on va réussir peut-être à aider les Français sur pas mal de choses. Vous, si on vous écoute, mais ça, si on le fait, de toute façon, ça changera pas. Ah non, j'ai plein d'idées. Oui, mais arrêtez. Je vais faire plein de propositions, Cyril. Pascal. Je voulais réagir aussi. J'espère que vous ferez une émission sur la polygamie, parce que la polygamie. Si vous voulez parler de Fabien Leclerc, c'est une spéciale. Non. La polygamie, c'est interdit en France. Bah oui, bien sûr que si, bah oui. D'accord. Il serait bien de faire une émission. Parce que pourquoi? Mais non, moi j'ai pas beaucoup de cas comme ça. Il y a des choses. Non, mais c'est vrai. Alors là, Pascal, là, moi je connais pas. Franchement, je connais pas. Je connais pas. J'ai pas de cas comme ça. Je sais qu'il y avait, j'avais un pote à moi qui était un petit peu là-dedans, Gauthier Lebray. Il a arrêté Pascal. Il a arrêté Pascal pour les raisons que vous connaissez. Mais voilà. Merci Pascal. Je voudrais vous embrasser. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ouais, et puis à bientôt. Avec grand plaisir. Et vous savez, on est là de 16h à 18h. Vous nous appelez quand vous voulez. Merci Pascal. C'est très sympa, et puis au revoir à toute l'équipe. Et puis au revoir Pascal. Verdez n'est pas là. Non, il n'est pas là aujourd'hui. J'ai déjà d'Artigol. C'est bon déjà. J'ai pas non plus. C'est bon, Pascal. Point trop d'infos. Le copain Mélenchon. Exactement, il n'est pas là. Il sera en télé tout à l'heure avec moi. Plus copains. Il sera en télé tout à l'heure avec moi, Gilles Verdez. Ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir été avec nous, Pascal. Je vous fais de gros bisous. Allez, je vous embrasse. Merci. À nous aussi. Merci beaucoup. Allez, on a Philippe qui est avec nous. Philippe qui est à Royan. J'adore Royan. Vous devez connaître Daniel Moreau. Oui. Je l'ai croisé, Cyril. Elle est incroyable, hein, vous savez. Je ne me suis pas permis de l'interpeller, mais je l'ai croisé. Elle aurait adoré qu'un homme l'interpelle. Hein, vous savez, ça ne lui est pas arrivé depuis 1962. Donc forcément, ça lui aurait fait plaisir, Philippe. Merci d'être avec nous, Philippe. Philippe, vous nous écoutez souvent sur Europe 1 ? Souvent ? Oh, pas que sur Europe 1. Ah oui, partout. Sur la future des fins de C8. Non, vous inquiétez pas, on sera là. On va pas vous lâcher, Philippe. Vous inquiétez pas. J'espère. Vous êtes d'un amour. Merci. Philippe, alors, vous voulez réagir sur Jean-Luc Mélenchon encore, hein ? Oui, alors je pense que Pascal, votre précédent auditeur, a dit pas mal de choses. Moi, j'ai une suggestion à faire à M. Mélenchon pour remonter de 22 à peut-être 23-24%. Oui. C'est qu'il dise à ses députés de rendre, ou de refuser les 900 € d'augmentation d'émoluments qu'ils ont eu au printemps. Bravo. Et puis, comme ils n'ont pas siégé pendant plusieurs mois, de s'appliquer les règles des entreprises privées que vous connaissez parfaitement, bien sûr, de chômage partiel, et de rendre ce qu'ils n'ont pas dûment perçu. Alors ça, Philippe, pour moi, et là, il fait de la com. Vous savez que c'est une des meilleures idées que j'ai pas entendues depuis longtemps. J'adore, parce que alors ça, je peux vous dire que ça va leur faire mal. Là, c'est incroyable, parce que il a raison, Philippe, en fait. Et il devrait refuser l'augmentation. Moi, je suis complètement d'accord avec Philippe. Non, mais Olivier d'Artigol, c'est vrai. Je vous interromps, Cyril, oui. Mais je pense que c'est l'un des rares moments où il n'y a pas eu de problème pour avoir 289 députés votant pour. Ouais, ça c'est sûr. Bah oui, ça c'est sûr que. Vous savez, c'est comme chez moi, hein, les chroniqueurs, quand je leur dis vous voulez une augmentation, vous inquiétez pas, tout le monde lève le doigt. Quand je leur dis est-ce que vous voulez venir déménager chez moi, il n'y en a pas un qui vient. Merci.
Alors, non, mais vous vous rendez compte, 900 euros, 300 euros pour chaque sénateur, 900 euros. Mais une femme d'agriculteur, elle a combien de retraite? Mais écoutez-moi. On en est là, hein. Vous parliez d'impôts en disant, moi, je veux bien donner si je sais à qui ça va. Bah là, on y va. Alors, c'est pas des sommes énormes, mais ça serait un symbole pour M. Mélenchon. Attention, Philippe, hein, je vous le dis. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui n'arrivent même pas à sortir 900 euros par mois. Ah oui. Sans être retraité, tout à fait. Bien sûr. Donc, Philippe, vous vous rendez compte ce que c'est? Aujourd'hui, c'est comme je disais la dernière fois, Philippe. Je disais qu'on paye plus d'impôts, mais avec grand plaisir. Voilà, les plus aisés, comme on les appelle ici, les plus aisés. Mais on veut savoir où ça va. J'aimerais, qu'on me dise, il y a un agriculteur, grâce à vous, avant, il gagnait 800 euros par mois, maintenant, il en gagne 1008 net dans sa poche ou 2008. Mais ça va aller où? Ça va pas aller dans la poche d'un agriculteur, ça va pas aller dans la poche d'une famille, d'un père de famille qui travaille toute la journée et qui a pas d'argent pour finir le mois. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Si on me dit, voilà, vous avez aidé 10 familles, et il y a 10 familles qui, grâce à vous, vivent mieux, là, je serais content. Là, vraiment, je serais content. Je dirais, vous savez quoi? Demandez-moi plus la prochaine fois même. Parce que ça me fait tellement plaisir que j'aimerais payer plus. Mais là, on sait pas où ça va. C'est insupportable. Si, on sait un petit peu. 41 ministres, plus leurs collaborateurs. Enfin, ça va surtout dans la dette. Ça va dans la dette, Philippe. Remboursement de la dette. Philippe, ça va dans la dette. Et des intérêts, d'abord. Ça va où? Ça va dans les intérêts de la dette. Ça veut dire que c'est nous qui payons pour une mauvaise gestion depuis des années. Vous vous rendez compte de la France. Et comme je dis, Philippe, c'est comme une entreprise. Je dis souvent, la France, c'est une entreprise. Ça veut dire qu'on paye plus parce que des mecs ont mal géré l'entreprise. C'est quand même extraordinaire. C'est que les mecs, ils ont... Et en plus, c'est comme si dans une entreprise, on disait aux employés, vous êtes tellement mauvais qu'on va chercher McKinsey pour faire votre job. Non, mais je vous jure que c'est fou, mais parce que c'est pas que ce gouvernement, c'est tous les gouvernements, ça date c'est une œuvre globale. La dette, c'est une œuvre globale. Donc ça veut dire, et les Français. 1000 milliards, Emmanuel Macron. On sait pas gérer, mais on dit aux Français, maintenant, il faut rajouter au pot, les mecs, nous, mais excusez-moi, on a mal géré. Vous vous rendez compte que dans les mois qui viennent, le remboursement des intérêts de la dette va devenir la première dépense de l'État. Avant de payer les retraites, les fonctionnaires, les hôpitaux, les routes, la sécurité, la première dépense, ça sera de payer les intérêts de la dette. Mais c'est fou. Merci Philippe d'avoir été avec nous. À propos de retraite, monsieur Hanouna, si vous permettez. Avec plaisir. Moi, je suis parti en retraite à 64 ans et je n'ai pas eu de décote. Ah oui. L'aimable vocable utilisé par les technocrates pour dire amende. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, la retraite pleine, elle était à 64 ans et non pas à 62. Oui, c'est ça. Plus que 10% de moins par mois pendant 3 ans. Dites ça à vos chroniqueurs, je vous en ai 10% pendant 3 ans. Ouais. Je pense qu'ils vont grogner. Non, il va pas nous le dire. Ils vont grogner. C'est pour ça que je vais pas leur dire 10, Philippe, je vais leur dire 20. Oui, ne leur dites pas. Puisqu'ils vont grogner, autant faire 20, Philippe. Comme ça, au moins, on pourra gagner un petit peu plus. Merci, Philippe, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ça a été un plaisir. Bonne émission et à tout à l'heure sur TTF. Ça a été un plaisir, Philippe. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Quel bonheur. Vraiment, je vous jure, discuter avec les auditeurs tous les jours, 16h, 18h, je me régale. Vraiment, je me régale et être avec vous, quel bonheur. Je parlais bien entendu de Gauthier et d'Olivier d'Artigol, magnifique, qui a chaud. Il a chaud d'Artigol. Il a pris un petit ventilo. Qu'est-ce qu'il a? Un ventilo de poche. Qu'est-ce qu'il a? La résistance s'organise après la pétition. Qu'est-ce qu'il a? Il a offert un petit ventilo à Benaïm. Il veut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Ah là, les deux, je peux vous dire. Ça serait qu'il y a des niveaux. Ça va se terminer à Pau, là, à chercher des boulettes, là, je peux vous dire. Là, je le vois arriver à grands pas, cette affaire. Il y a Magid qui est avec nous dans un instant, Khalid aussi qui est avec nous, il y a Philippe, qu'on vient d'avoir il y a un instant, bien entendu, sur Europe 1. On continue à parler de cette affaire. Jean-Luc Mélenchon qui plaide en faveur de la créolisation de la France et qui dénonce les élucubrations du ministre Retailleau sur les improbables sur les improbables racines judéo-chrétiennes de l'identité française. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête. Quel exploit de Lille. Quel exploit de Lille hier, quand même, qui a battu le Real Madrid et Kylian Mbappé qui est rentré à la 77e minute, c'est ça? Je crois 77e minute, il est rentré. Kylian Mbappé, malheureusement, il n'a pas pu faire la différence, mais je vous le dis, ça se complique. Ça se complique. Kylian Mbappé qui n'a pas été sélectionné pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Dites bonjour aux auditeurs, je vais terminer. Bonjour aux auditeurs. Nous sommes très heureux d'être là.
pendant que Cyril est en train. Je pense qu'il est en train d'attraper froid. Oui. Et moi, je suis très inquiète. Alors, la question, c'est comment peut-on attraper froid dans un tel studio? Alors, c'est le chaud-froid. Si on entend, alors je vais vous dire, non, je suis en fin là. Demain, ça ira mieux. Vous savez, moi. Vous êtes en fin de... ça y est, là, c'est fini. C'est pas parce que j'ai éternué 3 fois que je vais passer l'arme à gauche. Ma maman était inquiète pour vous. Elle a dit qu'il fallait que vous preniez un thé avec du miel. Bah non, vous inquiétez pas. Dites-lui que tout va bien, embrassez-la. Et dites-lui que je l'aime quand même. Et Fabien Lecoeuf qui est là. Merci Fabien. Alors, Fabien, on va parler de tout ça. On va parler de Kylian Mbappé. Vous nous appelez bien entendu. On va reparler de l'immigration avec Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Pour le moment, petite info people là, 2-3 petites infos. Vous connaissez Isabelle Rochechouart? Rochechouart, bien sûr, le boulevard Barbès. Non, pas du tout. C'est la sœur de Barbès. C'est le nom donné à Alexia de la Roche-Joubert dans la série intitulée Culte, qui raconte l'histoire de l'émission Love Story. Avec des comédiens qui jouent les rôles principaux protagonistes. Et cette série démarre le 18 octobre sur Prime Video. Merci. Voilà. Ça, c'est une info. Ça, c'est une bonne info. Alors, Jean Dujardin, je vais vous en parler, parce que je sais que vous adorez avoir des nouvelles de Jean Dujardin, évidemment. Il s'est éclaté en célibataire au concert de Mylène Farmer mardi soir. Il a assisté au concert de la chanteuse, qui est en fait réellement sa voisine. Oui. Sa voisine à Montretout. Vous savez qu'il habite l'ancienne maison de Lino Ventura. Sa voisine, c'est Mylène Farmer. Vous n'habitez pas à Montretout. Parce que si vous montrez tout, ça va faire désordre dans la ville là-bas. Alors, Jean Dujardin est voisin avec Mylène Farmer et avec Jean-Marie Le Pen. Et alors, il a fait beaucoup de films avec son portable, Jean Dujardin, pendant le concert de Mylène. Et il n'était pas, évidemment, accompagné de Nathalie Péchala, puisqu'ils sont séparés, mais à ses côtés, il y avait le célèbre couturier Jean-Paul Gaultier. Ah ouais, ils se sont pas quittés de la soirée. Jean Dujardin s'est offert une grande maison, lui, de son côté, dans le sud-ouest, à Soulac. Soulac, la région du Médoc, où est originaire sa mère. Il adore aller ici reposer, loin de Paris en ce moment, pour faire le vide dans sa tête et pour repartir avec une nouvelle histoire d'amour. Alors c'est drôle parce que... il est très atteint. Vous savez que, bien sûr, vous savez que Valérie Benaïm n'est pas sortie avec Jean Dujardin, mais elle est sortie avec quelqu'un. Elle est sortie avec Jean dans le jardin. Avec des nous c'est nous à l'époque. Non, mais tout le monde rêve. Non, mais aujourd'hui, c'est un fantasme qui n'existe pas pour le moment. C'est quoi? Tout le monde rêve de voir Mylène et Jean Dujardin ensemble. Vous imaginez le couple star, c'est-à-dire la plus grande star aujourd'hui oscarisée avec la plus grande star de la chanson. Mais qui rêve de ça? Je sais pas, les gens bavardent derrière, beaucoup. On se dit ce serait vraiment un truc formidable. Ah ouais. Et puis une petite dernière, si vous voulez, la statue en bronze de Johnny Hallyday. Il en dit des conneries. Elle va repartir en usine, la statue en bronze. Vous allez repartir en usine. Je peux vous dire, enfin, en tout cas, en usine, ça va être vite fait. Elle va repartir en fonderie. Ça, c'est sûr. Parce que vous savez qu'elle a été inaugurée le 21 septembre dernier. On en a parlé de cette statue de Johnny Hallyday. C'est à Fréjus. Et il se trouve, il a soi-disant le physique et la silhouette de son Parc des Princes en 93 qu'il avait fait à l'époque pour se faire célébrer ses 50 ans. Mais quand on le regarde d'un côté, il ressemble à Franck Dubosc et de l'autre à Stéphane Bern. Donc ils sont obligés de le repasser en fonderie. Excusez-moi. Non mais franchement, excusez-moi, on est sur Europe 1, sans déconner. Non mais c'est un vrai problème. C'est une émission qui est écoutée. Vous verrez que non mais va bien le vous verrez dans une semaine, tout le monde parlera que de ça. Donc on va le repasser en fonderie au chaud pour essayer de lui remodeler un peu le visage en bronze pour essayer de lui donner, parce que paraît-il que les 3000 fans qui ont assisté à l'inauguration trouvaient aussi qu'il ressemblait à tout le monde sauf à Johnny. Alors là, le corps est parfait. Ils lui ont fait la tenue de J3 à l'époque, il lui a fait son blouson en cuir bleu, etc. Vous l'avez déjà rencontré, vous, Johnny? J'ai fait 5 livres avec lui, surtout. 5 livres? Oui. Moi, il m'aimait bien, il passait toujours la joue pour me dire bonjour. Ah ouais, c'est comme ça. Je comprenais pas. Non, mais il avait marre de serrer des mains, claquer des bises. Il était plus grand que moi. Mais il était pieds noirs, Johnny. Mais non, il était plus grand que moi, mais comme ça. Johnny Hallyday, c'était moitié moitié Johnny. Que mon fils, comme qu'il est beau. Non, mais c'est un peu ça, oui, ça l'a dit. C'est très sympathique, évidemment. De toute façon, on ne fait pas des carrières de 57 ans et demi si on a un imbécile, évidemment. Bien sûr. C'est un immense talent, autodidacte. Et vous aimez bien, c'est vrai. Oui, mais aimez bien parce qu'il savait que j'avais une formation d'historien, donc je racontais jamais des bêtises dans mes livres. C'est vrai, il n'y a que à la radio, on dit. Si vous le voulez. Il n'y a que sur Europe 1 qu'on a le droit à ça. Mais c'était un type exceptionnel, vraiment. Je pense que tout le monde le regrette. Mais vous avez une formation d'historien? Oui. Un an, j'ai fait un an et je voulais être prof d'histoire. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, un an une licence d'histoire, c'est 3 ans. Je sais. J'ai fait la première année, je suis parti. Mais c'est pas une formation d'historien alors. Il a fait un an de fac, quoi. Oui, mais bon. Ça suffit. Mais ça suffit pour être passionné. Ça suffit pour être passionné. Mais moi j'ai eu mon bac à 15 ans et demi et après j'ai fait 3 ans de chambre de commerce de Paris, un an de fiscalité, et puis après j'ai mal tourné, voilà. Non, vous avez très bien tourné, vous êtes heureux.
Mais oui, parce que je suis prof d'histoire, mais d'une autre histoire, finalement. C'est quoi l'autre histoire? C'est une histoire plus contemporaine, d'un spectacle, des chansons et d'autres. Qu'est-ce que vous direz de ces personnes quand ils seront plus là? Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu attaché de presse des gens décédés. On est sur Olivier d'Artigol, vous direz quoi? Vous direz quoi? C'est un fantaisiste, en fait, mais talentueux. Talentueux fantaisiste. Vous direz ça. Donc voilà, imaginons qu'il est plus là, voilà. Fabien, Olivier d'Artigol. Non, j'y tiens pas. Moi, ce que je regrette vraiment, c'est ce qu'on regrettera, lui, c'est sa culture politique. Et c'est un vrai balancier, parce qu'il sait mesurer les choses. Bien sûr. Gauthier Lebray, parti trop tôt. Lebray, alors, parti trop tôt. Mais je dirais que c'est un grand analyste. Il sait faire une synthèse exceptionnelle. Il savait faire une synthèse exceptionnelle. Voilà. Et Valérie Benaïm. Et Benaïm, c'est la force tranquille. C'est-à-dire que c'est la femme qu'on rêvait tous d'avoir à ses côtés. En fait, parce que elle incarne une espèce de force exceptionnelle. Et sur vous diriez quoi? Je me suis foutu de la gueule des gens pendant des années. Bon, il était pas grand. Non, il était grand. Non, il était grand par le talon. Alors, je sais pas, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs. Il y a des artistes qu'on mettra. Il y a des artistes qui m'ont appelé. Petit cercueil, mais grand cerveau. Mais il y a des artistes qui m'ont appelé pour savoir ce que j'allais dire après leur disparition. Sur Cyril, vous diriez quoi? Il me connaît bien, moi. J'aurais fait plus que le début, avant sa naissance et la fin. Mais donc... mais je crois que je serais trop troublé, à mon avis, par sa disparition. Je serais muet. Ouais, parce que c'est le seul sur lequel vous n'arriveriez pas à écrire quoi que ce soit. Je pense que je serais muet. J'arriverais pas à faire une oraison funèbre. Le plus beau, c'est les personnes qui ont pu lire leur nécro. Qui? Ça existait, il y a des personnes qui ont pu lire leur nécro. Pascal Sevran, Pascal Sevran, qui à un moment donné, c'est parti de l'émission de Patrick Sébastien, Les Années Bonheur, pendant la répétition. Le Parisien m'appelle pour savoir comment allait Pascal Sevran. Et je dis, écoute, je sais pas plus vraiment, mais on sait pas s'il va tenir la semaine, en fait. On savait qu'il était déjà mourant et très malade. Et puis à ce moment-là, une personne qui était sur le plateau, qui travaillait avec une grande radio de la rue François 1er à l'époque, et a donné l'information. Ah non, c'est Europe 1. Bah oui, et a donné l'information, et l'info est partie le soir même, dans le journal de 19h, et c'est sorti dans le Parisien le lendemain, parce que le Parisien a appelé tout le monde la réaction après la mort de Pascal Sevran, y compris Jacques Lang, a fait une réaction merveilleuse. Et en fait, il a lu le journal. Et en fait, il n'était pas mort. Bon, on se retrouve dans un instant. 2 jours plus tard, oui. Merci. En tout cas, ça me touche beaucoup, ce que vous dites, en tout cas. Sondage européen, 58% des Français jugent que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Puis on va parler de Kylian Mbappé aussi. Et puis de la vidéosurveillance, qui va être partout. À tout de suite sur Europe 1. 17h13 sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On est avec vous jusqu'à 18h, bien entendu. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a réagi à ce qu'avait dit Bruno Retailleau. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Et il a été... il est allé fort encore, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a écrit, vous pouvez nous le dire, Gauthier Lebray si vous voulez, ou bien je le dis comme vous voulez. Vous l'avez devant les yeux, donc je vais vous laisser le dire. Il dit, il plaide en faveur de la créolisation de la France et dénonce les élucubrations du ministre Retailleau sur les improbables racines judéo-chrétiennes de l'identité française. On a Magid qui est avec nous sur Europe 1 qui voudrait réagir. Bonjour Magid. Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être avec nous Magid. On est très content de vous avoir, on est heureux. Vous habitez où Magid? Paris. Toujours Paris, toujours bien. Vous êtes heureux, tout va bien? Vous faites quoi dans la vie? Oui, ça va. Je suis écrivain et youtubeur. Très bien. Magid, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, je pense que la vie est faite de nuances et que dire l'immigration c'est une chance et si on n'est pas d'accord, on est xénophobe, je pense que c'est un peu excessif et ça va pas aider à comprendre le vrai problème qu'il y a avec l'immigration en France. Moi, par exemple, en tant que Français d'origine algérienne, j'ai conscience, et je dis ça sans victimisme ni accusation, j'ai conscience de la relative mauvaise image des Arabes en France ou dans le monde occidental, ou même de l'immigration algérienne. Et je sais que ça tient en tout cas au moins à 2 sujets principalement, c'est la criminalité et l'économie. Et c'est sûr que, par exemple, je vous donne un petit exemple, par exemple, l'immigration algérienne, je pense qu'elle doit avoir moins mauvaise image dans des pays dans le monde comme, je sais pas, le Japon, l'Arabie Saoudite, le Texas, où la justice n'est pas laxiste, où il n'y a pas une minorité parmi nous, par exemple, soit d'Arabes, soit de personnes d'origine algérienne, qui peuvent sévir au quotidien, et on les voit dans la presse, que ce soit en se comportant comme des racailles, comme des terroristes, qui ont 10 actes de criminalité, qui les envoient devant un juge, et à chaque fois ils ressortent dehors, donc ils peuvent à nouveau sévir dans l'espace public. Et du coup, ils vont participer à contribuer à notre relative mauvaise image, même s'ils forment une minorité. On peut en discuter. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'immigration est vécue plus comme une malchance dans des pays qui
sont peut-être le plus laxistes d'un point de vue judiciaire, et du coup, forcément, ça se répercute dans la vie de la population autochtone locale, si je puis dire, et je pense que voilà, ça peut déjà être une première variable. Vous m'entendez ? Bien sûr, Magid, on vous écoute attentivement. Pardon. Sur Europe 1, on est bien, c'est intéressant. Et aussi le sujet de l'économie, parce que on a un pays quand même qui est endetté à plus de 3 000 milliards de dettes. On a des centaines de milliers de sans-logis ou de mal logés. On a des problèmes avec nos hôpitaux et avec nos écoles. Et c'est sûr que la France, qui est un pays qui a plutôt, relativement par rapport à l'échelle du monde, une immigration un peu plus humanitaire, si je puis dire, ou de regroupement familial, plus que d'économie, forcément, ça peut être mal perçu. Moi, je pense que, pour moi, ça devrait être arithmétique. Qu'on loge le dernier de nos SDF, le dernier de nos sans-logis, le dernier de nos mal logés en France, et après seulement on peut se poser éventuellement la question d'aider éventuellement des gens, une immigration pauvre qui vient, sans doute dans des quantités plus raisonnables que ce qu'on a aujourd'hui. Et aussi, je pense qu'un des critères qui fait que peut-être il y a un tabou, un problème avec l'immigration en France, c'est aussi la question de est-ce que la population l'accepte, c'est-à-dire nous, il n'y a jamais eu de référendum, ça a toujours été un peu imposé, j'ai l'impression, au peuple français. Voilà. Donc je pense que si on arrive à régler le problème de la criminalité, moi par exemple, je vous dis en tant que Français d'origine arabe, je serais très content demain qu'il y ait des lois très sévères envers les criminels. C'est anormal de lire dans la presse qu'il y a des gens qui ont fait 10, 15 actes violents et qui continuent d'avoir le droit de rester dehors à sévir. Après, ils passent à la télévision, après ils entretiennent la mauvaise image que nous on a après derrière. Peut-être ça joue dans des problèmes, je sais pas, pour se loger, peut-être il y a des propriétaires qui doivent faire passer des futurs locataires éventuellement pour louer un logement, ou peut-être des patrons, peut-être ils vont avoir une mauvaise image des Arabes entretenus parce que on a cette criminalité, peut-être des taux de criminalité anormalement élevés. Encore une fois, du fait d'une double responsabilité, à la fois laxisme judiciaire et encore légal, parce que les Français votent et après tout c'est que le reflet de leur vote. Et moi, sans doute, j'ai un point de vue minoritaire. Je serais plus sévère avec la criminalité, mais en tout cas, on aurait tout à y gagner. Voilà. Je pense que c'est deux critères principaux, l'économie et la criminalité. D'Artigol. Je pensais à ces millions d'étrangers qui vivent en France, qui participent à Richesse nationale, qui ont beaucoup donné, et qui me disent régulièrement, si vous saviez combien les affaires dont vous parlez, vous avez raison d'en parler, qui mettent en cause des étrangers, combien ils nous font honte. Ils le disent avec beaucoup de tristesse en disant on s'est bien comporté, on s'est intégré, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a été accueillis, on a participé au déploiement de l'économie française pendant les 30 glorieuses, et ils nous font honte. Et ça, il faut penser aussi à eux, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ces personnes-là souffrent beaucoup. Non, mais je suis complètement d'accord. Et elles sont très très nombreuses. Bien sûr, extrêmement nombreuses, oui. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais c'est pour ça qu'on pouvait faire, je l'entendais, le reproche à Bruno Retailleau d'essentialiser l'immigration et de faire une globalité en disant l'immigration n'est pas une chance, et c'est pour ça que cette phrase n'a pas été reprise outre mesure. Même Nicolas Sarkozy, il a dit l'immigration est un problème, mais il n'a pas voulu reprendre la phrase de Bruno Retailleau tout en le soutenant. Mais si on est très honnête, ce que voulait dire le ministre de l'Intérieur, c'est évidemment, il y a un problème avec une partie de l'immigration illégale. D'ailleurs, maintenant, il dit même lutter contre l'immigration illégale et vouloir réduire l'immigration légale, ce qui est aussi totalement nouveau pour un ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a toujours bien distingué immigration illégale et légale. D'ailleurs, quand il a réagi à la phrase de Bruno Retailleau, il a dit que ce n'est pas la même chose. Tandis que le nouveau ministre de l'Intérieur dit qu'il faut réduire les deux immigrations. Évidemment, complètement tarir l'immigration clandestine et réduire l'immigration légale. Et donc, évidemment, c'était la réaction aussi à ce qui s'est passé. Et il y a quand même un vrai sujet sur les obligations de quitter le territoire français. Il a donné un chiffre très intéressant hier, Bruno Retailleau, pour alimenter le débat. Vous vous rendez compte ? On donne 200 000 visas à l'Algérie chaque année. Vous savez combien de l'Algérie nous donne de laissez-passer consulaires en échange ? 2000. Voilà. 200 000 visas, la France, contre 2000 laissez-passer consulaires. Il y a un vrai problème. On est cocu dans cette affaire. Gauthier. Il fait une proposition. Il dit quasiment un laissez-passer consulaire, un visa. Il a raison, je suis complètement d'accord avec lui. Un pour un. C'est ce qu'il demande. Un pour un. Il n'y a même pas de débat, je suis complètement d'accord avec vous. Ça ne dépend pas que de lui, parce que c'est un bras de fer avec un pays étranger, donc ça dépend du Quai d'Orsay, tu peux pas des Affaires étrangères, de Matignon, de l'Élysée. Non, mais on est. Et surtout qu'on avait baissé. Dans ce cas-là, tu vas plus délivrer. Tu vas livrer 2000. Non, mais ce qui est vrai, c'est que ça met en branle plusieurs ministères. Et en fait, il faut que tous se parlent et soient sur la même ligne, ce qui n'est pas gagné. Oui, c'est ça le problème. Merci Magid d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Ça nous a fait bien plaisir. Merci Magid, vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. Merci. Je pourrais juste dire une dernière chose. Bien sûr, avec plaisir Magid.
Oui, je voudrais juste dire que ce que j'ai dit, c'est facilement quantifiable, c'est-à-dire les taux de criminalité et l'économie, mais il y a aussi un petit critère un petit peu subjectif, plus difficile à mesurer, je pense, c'est aussi l'idée d'intégration d'une immigration. Et c'est vrai que, par exemple, quand je vois, moi, l'immigration asiatique en France, ils agitent pas de drapeaux étrangers sur les Champs-Élysées quand leur pays gagne une compétition, ils remplissent pas les prisons, évidemment. Enfin, il y a des bons comportements aussi qui sont pas forcément mesurés par la sociologie ou par les lois françaises. Et voilà, je pense que l'intégration, c'est aussi les impressions de tout un chacun, en fait. Il faut aussi écouter simplement les gens. Il suffit pas de se référer aux statistiques. Tout n'est pas que statistique. Il y a aussi un ressenti des gens sur est-ce qu'on a une impression de compatibilité culturelle avec des gens ou moins, et voilà, je pense que ça joue aussi sur quelques critères un petit peu subjectifs, en fait, comme quand on choisit ses amis dans la vie, quoi. Exactement. Merci Magid d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et on rappelle, Maxime Le Forestier, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Merci. Eric est avec nous. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Rico du Puy-de-Dôme. Oui, bonjour. Bonjour Rico. Est-ce que je peux me permettre de vous appeler Rico? Alors, pour tout dire, je ne préférerais pas, parce que j'interdis à mes amis de le faire. Non. Alors, je ne vais pas le faire, Eric. Eric, merci d'être avec nous, Eric. Bien entendu, vous habitez dans le Puy-de-Dôme. Où ça exactement? J'habite dans le Puy-de-Dôme, j'habite au nord de Clermont-Ferrand, aux limites de l'Allier. J'adore l'Allier. J'ai sévi là-bas, mais d'une manière. Là-bas aussi? Bah oui, Clermont-Ferrand. Bah, écoutez, moi, j'y serai après-demain. Ah oui, je pense que Eric va quitter la ville alors. Merci. Si vous voulez, je pense qu'Eric va prendre ses valises, il va faire ses valoches, il va se barrer. Merci Eric. Il sera à Montluçon, Fabien Lecoeuvre. Une information à prendre en compte. Pour inaugurer la foire expo. Eric, si vous voulez voir Fabien Lecoeuvre, il sera à Montluçon. Ah oui, il sera seul, parce qu'il n'y a jamais personne à Montluçon. Il est toujours dans les bons plans, lui, Eric. Il est toujours dans les bons plans. Vous le verrez, il tient un stand là-bas, je crois. Non, pas du tout. Vous allez il y a une expo sur la chanson française, j'en suis le parrain. Voilà. Alors, il est parrain, une expo sur la chanson française, vous allez voir, il sera derrière un pupitre. Voilà, vous le verrez, partiellement. Eric, vous vouliez réagir à ce qu'on disait sur tout ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur l'immigration. Oui, absolument. Alors moi, je réagissais sur l'intitulé du sondage. Oui. Bon, d'une part, quand on dit un peu plus de 50% des Français qui considèrent que l'immigration n'est pas une chance pour la France, je ne sais pas qui est-ce qu'on a interrogé, mais à mon avis, c'est plus de 80% de la population française aujourd'hui qui considère que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Mais c'est sûr, l'intitulé, c'est-à-dire pourquoi l'immigration serait-elle une chance pour la France, ou même pour les immigrés d'ailleurs. C'est une vieille phrase, ça. C'est un livre de Bernard Stasi qui a été écrit dans les années 80-90. Bernard Stasi, qui était un immigrationniste et qui voulait absolument vendre l'immigration à l'opinion publique. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Elle a été une chance, l'immigration, peut-être à un certain moment, oui, pour l'industrie qui a pu faire venir des travailleurs à très bas coût et faire ainsi baisser le prix du travail dans le pays, mais je vois pas en quoi l'immigration aurait pu être une chance, ou pas une chance d'ailleurs pour la France et les Français, et même les immigrés eux-mêmes. J'ai écouté à l'instant Magid, qui a dit des choses très intéressantes. Très intéressant, justement. Eric, j'aimerais qu'on en reparle dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1. On va faire une mini pause, d'accord? Et on revient tout de suite après. On continue à parler de ça, parce que là, je vous le dis, Valérie Benaïm et D'Artigol sont pas du tout d'accord avec vous. Le contraire nous aurait étonné, Eric. Donc voilà, on va en parler dans un instant. Vous nous appelez, vous continuez de nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1 tout de suite. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h. Et ce matin, dans une tribune, Jean-Luc Mélenchon plaide en faveur de la créolisation de la France et dénonce les élucubrations du ministre Retailleau sur les improbables racines judéo-chrétiennes de l'identité française. Il y a un sondage qui est sorti. 58% des Français pensent que l'immigration n'est pas une chance. Alors qu'est-ce que vous en pensez? 01 80 20 39 21. On en parle bien entendu avec les auditeurs d'Europe 1 et avec toute l'équipe. On a Eric qui est avec nous en ligne il y a un instant. Eric du Puy-de-Dôme. Eric qui viendra voir certainement Fabien Lecoeuvre ce week-end, parce qu'il est à côté du Puy-de-Dôme. Il sera à Montluçon. Il sera à Montluçon, exactement. Exactement, oui. C'est important. J'adore ce pays, c'est un beau pays. Alors c'est une région. Oui, bien sûr, c'est une région dans un pays. Oui, pardon. Merci. Ça va sinon au niveau de la géographie? Merci. Eric, merci d'être avec nous sur Europe 1. Pour vous, vous l'avez dit, l'immigration n'est pas une chance. Non, je ne pense pas que ce soit une chance, effectivement. Et je trouve que la question même est mal posée. L'immigration, c'est un fait de société. Je vois pas en quoi ça pourrait être une chance. Et encore une fois,
non seulement ce n'est pas une chance pour la France, évidemment, les Français le disent, et à mon avis, bien plus que 50% d'entre eux le pensent. Je pense que le sondage, je ne sais pas qui on a sondé, mais à mon avis, bien plus de Français que ça pensent que l'immigration n'est en rien une chance. Mais les immigrés eux-mêmes, je vois pas en quoi le fait d'être ici peut représenter une chance, à part pour ceux qui viennent chercher du secours. Et pour ceux qui viennent ici dans l'idée de s'établir, etc., on voit bien que une immense majorité d'entre eux est au chômage. Ils ont un mal fou à s'intégrer dans la société française. Alors, évidemment, et comme le disait Magid tout à l'heure, on a une immigration d'origine asiatique qui trouve pas de problème pour travailler et qui ne cherche pas à imposer sa culture. Donc c'est plus facile pour eux. Mais l'immigration en règle générale, c'est quelque chose de très compliqué. Et moi, j'invite les gens à se renseigner, à savoir que faut-il faire, quelle démarche faut-il faire et de quoi faut-il faire état pour immigrer, par exemple, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, oui. Où on vous explique qu'il faut venir avec une somme d'argent considérable de façon à ce que le pays qui vous reçoit n'ait pas à dépenser le moindre argent pour vous venir en aide. Il faut faire état d'un travail stable et il faut prouver qu'on est capable de faire chez eux quelque chose que les ressortissants locaux ne sont pas capables de faire. Donc autant vous dire que ce sont des pays où il y a quand même assez peu d'immigration. Donc aujourd'hui, une chance, moi je vois pas en quoi ce serait une chance de laisser venir des gens chez nous qui viennent pour s'installer, même dans le but de travailler, à vrai dire, parce que s'ils viennent travailler, ils viennent faire un travail que nous pourrions faire dans un pays qui est gangréné par le chômage. Donc une chance pour la France, vraiment, j'arrive pas à je crois que M. Verdez aujourd'hui n'est pas là, c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais aimé l'entendre parce que il a certainement des choses très intéressantes à dire sur le sujet. Et moi, je trouve qu'il fait la preuve chaque jour, M. Verdez, que le gauchisme est une maladie mentale. Mais il fait cette preuve-là d'une manière éclatante. Alors, et on a D'Artigol, si vous voulez, quand même, qui va vous répondre, Olivier. Bon, d'abord, il est moins talentueux. Merci, mais j'essaie de progresser. Dites-moi, la crise migratoire est en effet très vive. L'immigration irrégulière n'est pas une chance, à commencer par les personnes qui viennent et qui vivent des conditions dramatiques. Elle n'est pas une chance pour notre pays puisqu'on ne peut pas les intégrer positivement. Reste que l'immigration régulière est indispensable à notre pays, qu'elle a pu fonctionner par le passé à condition qu'on puisse la maîtriser de nouveau. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France ». Et regardez, même Giorgia Meloni, en Italie, a décidé de faire arriver 400 000 personnes pour faire tourner l'économie italienne. Oui, qu'elle a régularisé. Ça dépend de quelle immigration Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, ça passe très bien. Arrêtez de dire des conneries côtiers. L'immigration clandestine, 60%. Ce que je veux dire, c'est que j'essayais de pointer qu'on ne pouvait pas être sur l'immigration zéro. Olivier D'Artigol, notamment pour stopper l'immigration clandestine. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Giorgia Meloni? C'est très simple. Elle a dit terminé, plus d'immigration, et après elle a dit de quoi on a besoin et on fait rentrer. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est donc la démonstration est faite qu'on ne peut pas être sur l'immigration zéro. C'était mon sujet. Mais déjà, au départ, elle était sur l'immigration zéro, et puis après, elle a fait rentrer. L'immigration choisie. Exactement. On est d'accord, Eric, de ce que je dis. Mais alors, je suis absolument d'accord avec vous. Monsieur D'Artigol, il y a effectivement de très beaux livres, je suis d'accord. Mais il y a aussi la réalité du quotidien que vivent les Français. Et ça, c'est pas un très beau livre du tout. Le livre de Bernard Stasi, L'immigration est une chance pour la France, moi je vous invite vous l'avez certainement lu, mais je vous invite à le relire. C'était un très beau livre dans lequel on nous expliquait que finalement nous allions vivre dans un univers absolument merveilleux parce que nous allions avoir une espèce de renfort venu de l'étranger pour le pays vieillissant que nous étions. Aujourd'hui, ce renfort-là, on le voit dans un seul domaine, ce sont les faits divers. Voilà. Et c'est absolument pas un renfort, c'est une catastrophe. Non, mais je suis en désaccord avec vous. D'abord, je suis d'accord sur un point, il faut qu'on puisse décider de nouveau qui vient, qui ne vient pas. Mais par exemple, en Ile-de-France, sur le BTP, vous avez 60% des personnes qui travaillent qui sont d'origine étrangère. Il y a 7,3 millions d'immigrés en France. On ne peut pas dire à ces 7 millions que ce sont des faits divers, qu'ils vont alimenter les faits divers. Eric, qu'est-ce que vous répondez à Valérie Ménaïm et Olivier D'Artigol? Moi, je réponds que on ne peut pas penser. Monsieur D'Artigol est en train de nous dire que si nous n'avions pas d'immigrés en Ile-de-France, il n'y aurait personne pour travailler dans le BTP. On en aurait moins, oui. C'est une blague. Non, je crois pas une blague, parce que malheureusement, dans la sous-traitance dans le BTP, certains employeurs peu vertueux profitent de la vulnérabilité de ces personnes-là. Ah, voilà. Et heureusement, pendant les JO, on a mis du clair là-dessus. Les JO, ça a été propre.
vous êtes pour encourager une économie qui va dans le sens des employeurs peu vertueux, qui n'attendent qu'une population immigrée pour la faire travailler à bas prix. Je veux qu'on les combatte. Eric, ce que je vous propose, c'est que vous répondiez à d'Artigol dans un instant. J'aime bien cet échange. Là, je pense que là, ça va secouer sec. Ils sont en original, les deux. Eric et Olivier d'Artigol, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. On arrive dans une minute, on revient. 17h40 sur Europe 1, on marche sur la tête, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On parle, bien entendu, on parle de ce sondage, 58% des Français pensent que l'immigration n'est pas une chance. Voilà, qu'est-ce qui se passe? D'Artigol, je commence à en avoir assez de vos petites attaques personnelles d'Artigol, je commence à en avoir assez. Moi je suis assez choqué par ce qui se passe. Aussi, voilà, il se réjouit de la hausse d'impôts comme ça. Non mais c'est vrai, et il arrête pas de m'en mettre dans plein la gueule. Heureusement qu'il y a Gérald Darmanin un peu pour remettre. Il y a des réunions qui se tiennent, et puis voilà. Merci. Eric est encore avec nous. Eric, alors vous voulez répondre à Olivier d'Artigol encore sur l'immigration qui est une chance. Non, on parlait du BTP en région parisienne. Il faudrait que M. d'Artigol aille expliquer à tous les jeunes qui sont au chômage et qui ne trouvent pas de travail à quel point c'est intéressant de faire rentrer chaque année l'équivalent d'une ville comme Clermont-Ferrand, et même plus que ça d'ailleurs, je crois, et pour les jeter ensuite sur le marché du travail dans un pays qui peine à fournir un travail à tous. Vous savez, je connais bien la situation. J'étais président de mission locale pendant 6 ans. Je me suis occupé de l'intégration sociale et professionnelle des jeunes entre 16 et 24 ans. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que... Je connais bien. J'étais responsable d'une mission locale. Mission flash pendant 6 ans. C'est le Tom Cruise du BTP. Je connais bien. Non mais alors oui. C'est quoi? Oui, Olivier d'Artigol. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut véritablement, concernant l'insertion des jeunes, faire le maximum. D'ailleurs, ce qui va être décidé par l'exécutif concernant l'alternance est profondément scandaleux, et l'apprentissage. Mais je pointais le fait qu'un patronat, pas tout le patronat, mais un patronat utilise des filières d'immigration illégale pour payer au noir ou au gris, même des fois, en essayant de s'arranger, et qu'il faut s'attaquer à ça. Voilà. C'est quand vous avez un travail déclaré. En côtelette. Non, mais vous êtes d'accord avec ça qu'il faut s'attaquer à ça? Oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il faut enfin légiférer dans notre pays. Ah, bien sûr. Et que, effectivement, s'il y a un patronat voyou, le patronat voyou, il pend dans la gueule. Il utilise les moyens que lui donnent les gouvernements en place pour mettre en œuvre ce type de moyens d'embauche. Mais je crois qu'il y a quand même un certain nombre de mesures à prendre, et notamment, moi je crois que l'arrêt des flux migratoires, mais c'était évidemment la première des choses à faire pour pouvoir réfléchir à savoir si on le reprend, si on ne le reprend pas, comment est-ce qu'on va le gérer, etc. Mais la première des choses à faire, c'est d'arrêter immédiatement. Merci Eric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Mais avec grand plaisir. Est-ce que je peux me permettre, avant de vous quitter, juste une petite remarque qui n'a rien à voir avec ça? Vous pouvez tout vous permettre, Eric. Allez-y. Vous êtes sur Europe 1, vous êtes chez vous. Voilà, je vous appelle. Je ne supporte pas cette musique que l'on entend quand on attend d'être pris. C'est quoi C'est insupportable. C'est une musique d'ascenseur des années 70. Ah ouais. On se croirait dans Chips. On s'attend à voir débarquer Baker et Poncherello. Et je pense que ça serait un bonheur si vous pouviez passer autre chose. On va changer ça. On va changer ça, Eric. Vous inquiétez pas. Je m'en occupe dès aujourd'hui là. Voilà, j'ai dit aux équipes. Ça y est, c'est fait. On va vous mettre du David Guetta maintenant. Voilà, ça nous fait plaisir. Merci Eric d'avoir été avec nous sur Europe 1, je vous fais de gros bisous. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On a Léandro qui est avec nous. Bonjour Léandro. Oui, bonjour. Bonjour Léandro, merci d'être avec nous. Vous voulez parler de ce qu'on a dit, 58% des Français pensent que l'immigration n'est pas une chance. Vous êtes d'origine portugaise. Moi je suis d'accord avec M. d'Artigol. Pour moi je trouve que c'est une chance. Très bien. Puisque la société française a donné cette chance à mes parents qui sont arrivés dans les années 70. Mes parents sont d'origine portugaise. Et effectivement, ils avaient fui la dictature de Salazar. Et effectivement, sans formation, ils ont dû faire des travaux dits pénibles. Et effectivement, dans ces creux-là, je dirais que c'était pas vraiment une chance, mais plutôt une opportunité. L'immigration pour la France, et je dirais encore actuelle, par rapport à cette vague d'immigration sur des métiers dits pénibles. Et je ne suis pas du tout d'accord avec le monsieur qui a eu juste avant Eric, oui, Eric. Parce qu'effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre
sur ces métiers dits de pénibilité, encore à l'heure actuelle, ou comme dans les années où mon père travaillait dans la maçonnerie, ou au début dans des usines de mégisserie où il fallait avoir la main et surtout les odeurs dans des produits chimiques pour tanner les peaux. Effectivement, c'était beaucoup de populations issues du Maghreb, du Portugal ou d'Espagne qui faisaient ces travaux. Très bien. Et après, il a fait Léandro est d'accord avec Olivier d'Artigol. Alors, Gauthier Lebray, vous, est-ce que vous pourrez réagir à Léandro, mon Gauthier, chéri? Sur l'immigration, une chance ou pas, c'est, je pense que dire comme ça l'immigration. Pourquoi vous vous marrez, Olivier d'Artigol? Non, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous le regardez quand il commence à répondre? Bah parce que je suis admiratif. Ah oui, c'est avec beaucoup d'amour et de tendresse. Bien sûr. C'est les yeux d'un père. C'est comme ça aussi à la télévision. Je pense que effectivement c'est un peu. En fait, je vais faire la synthèse entre Olivier d'Artigol et ce que pourrait penser Bruno Retailleau. Centriste. Voilà, c'est mon côté centriste, mon côté mou. C'est-à-dire que dire comme ça, l'immigration n'est pas une chance. Évidemment, quand on entend ce que dit Léandro, l'immigration peut être une chance. Après, encore une fois, il faut replacer dans le contexte de l'interview du ministre de l'Intérieur, c'est la question des OQTF. Exactement. Et si l'immigration peut être une chance, elle est une chance quand elle est choisie, pas quand elle est subie. Quand on prenait l'exemple tout à l'heure de Giorgia Meloni qui a réduit de plus de 60% les migrants clandestins, mais qui dans le même temps a fait venir 400 000 personnes pour venir travailler. Donc l'immigration choisie et l'immigration qui n'est pas subie, ça peut être une chance. Sauf que force est de constater que ça fait des années en France qu'on ne choisit plus l'immigration, mais qu'on l'a subie. Donc dans ce contexte-là, j'essaie de comprendre la phrase du ministre de l'Intérieur. Et problème numéro 1 pour que l'immigration soit à nouveau une chance. En fait, pour que l'immigration soit à nouveau une chance, il faut que les OQTF soient réalisés. Il faut qu'on puisse placer les clandestins qui ne méritent pas de rester en France dans les CRA. Et il faut qu'on arrête de régulariser les gens qui n'ont rien à faire en France, comme le tueur d'Éric Comines qui avait 10 condamnations à son casier judiciaire avant de tuer un gendarme. Voilà, ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Si on reprend la maîtrise de l'immigration, elle pourra à nouveau être une chance. Quel homme. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Quel homme, mais quel homme. Oh là là, mais tout est dit. Merci, on est d'accord, Fabien. On est d'accord, tout est dit. Ah ouais. Tout est dit. C'était la meilleure des synthèses. Ah, moi aussi, la meilleure des synthèses, c'est Gauthier Lebray sur Europe 1, bien entendu. Il est 17h. Vous pouvez applaudir si vous voulez, il n'y a pas de problème. Léandro, vous êtes toujours avec nous, Léandro? Oui, tout à fait. Mais pour info, mon casier judiciaire et de ma famille est nickel. Bah voilà. Bien sûr, non, mais évidemment. Bah voilà, c'est bien de le dire, Léandro, à Gauthier Lebray, parce que parfois. Oui. Fallait le préciser, suite à Gauthier. Bah non, pas du tout. Vous avez jamais mis le moindre doute là-dessus. Vous avez raison, Léandro, de préciser à Gauthier Lebray, parce que parfois il peut quand même. Je demande les casiers judiciaires tout le monde avant de venir. Je suis d'Olivier d'Artigol. Merci, Léandro, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais gros bisous. Et embrassez votre famille. Embrassez votre famille. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. Quand vous voulez. Bisous, Léo. On a Khalid qui est avec nous. Allô. Aline, bonjour Khalid. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Khalid. Vous nous appelez d'où? Ouais, je vous en prie. Je vous remercie. Je vous appelle de Cambrai. De Cambrai, très bien. Pas de bêtises. Hein. Non. On me l'a fait tout le temps, celle-là. Bah oui, c'est insupportable. Merci, Khalid. Merci d'être avec nous, Khalid. Vous vouliez dire quelque chose, Khalid? Vous vouliez réagir, bien sûr, sur ce sondage. 58% des Français pensent que l'immigration n'est pas une chance. Dites-nous tout, Khalid. Moi, je peux comprendre qu'on dise n'est plus une chance. Mais on ne peut pas dire que l'immigration n'a pas été une chance. Bravo, Khalid. C'est bien vu. Ça, c'est très fort. Franchement, quand on connaît l'histoire de la France, c'est bien sûr. Possible. Il a raison. Aujourd'hui, franchement, je peux comprendre que voilà, les gens en ont marre. Moi, j'ai deux filles. Et voilà, par rapport à ce qui se passe, voilà, ça m'inquiète beaucoup. Oui, vous êtes stressé. Mais néanmoins. Vous êtes stressé pour vos filles? Vous avez peur qu'il leur arrive quelque chose? Non, franchement, dans la ville où je suis à Cambrai, c'est pour ça, de fois, quand on lit l'immigration et puis avec la sécurité, moi, là où j'habite à Cambrai, c'est pas le cas. Quand je suis venu en France en 2005, on était 4-5 Noirs à Cambrai. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est nombreux, mais c'est pas pour ça que la délinquance elle a augmenté à Cambrai. Moi, j'ai des amis qui sont. C'est important de le dire, ça, Khalid. Merci. Je travaille dans un centre éducatif fermé. Oui. Et je suis en contact avec les policiers. Et honnêtement, la délinquance n'a pas augmenté à Cambrai. Eh ben, ça, c'est bien de le dire. C'est très bien de le dire, ensuite, ça, Khalid. Merci. Ensuite aussi, ce qu'il faut comprendre aussi par rapport au QTF, le problème, c'est que c'est la relation que la France a avec ses anciennes colonies. Oui.
Aujourd'hui, j'entends bien dites-moi en quoi, en fait, le nouveau ministre de l'Intérieur, Retailleau, est plus compétent que Gérald Darmanin. Bah, il a depuis une semaine, donc on va voir. Voilà, ouais, mais parce que là, quand j'entends, il dit que par rapport à l'Algérie, ce matin, j'écoutais Pascal Praud, on disait que par rapport à l'Algérie, le fait que la France donne 20 000 visas, et que eux, ils donnent... bien sûr. Oui, c'est moi qui l'ai dit ce matin. Mais, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants, c'est pas leur problème. Le fait qu'on donne pas de visa, ça va rien changer. Ça va rien changer. Moi, je vous dis. Donc vous dites qu'il faut taper plus fort. Moi, je suis venu en France, j'avais 24 ans. Donc pour vous, il faut taper plus fort, Khalid. Non, c'est que pour pouvoir taper, j'ai bien écouté Nicolas Sarkozy. J'ai bien aimé ce qu'il a dit, mais c'est que malheureusement, quand il était au pouvoir, on peut dire aujourd'hui l'immigration, c'est au fait de sa faute. Parce que ce qui s'est passé en Libye, ça a tout chamboulé. Moi, je vous dis clairement, moi, je viens du Sahel. Avant, les gens, ils quittaient le Burkina, le Niger, le Mali, ils partaient travailler en Libye, à Tripoli. Moi, j'ai un oncle qui a construit sa maison en travaillant en Libye, à Tripoli. Aujourd'hui, dans le Sahel, on ne peut même pas se balader. C'est-à-dire, on ne peut pas quitter la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, pour aller dans le nord. Parce qu'il y a le terrorisme. Les armes, ça vient d'où? Vous voyez, c'est ce qui fait aussi que les gens quittent leur pays. Et on dit qu'aussi, au niveau des visas, la France est en fait laxiste. C'est pas vrai. Demandez à un étudiant qui veut venir faire ses études en France les papiers qu'il faut donner. Moi, quand je suis venu en 2005, c'était déjà très, très compliqué. Et aujourd'hui, n'en parlons pas. C'est plus que compliqué. Et pour finir, Cyril, je vous dis carrément, le problème de la France, je vous jure, c'est pas l'immigration. C'est quoi? Le problème de la France, c'est comment pouvez-vous m'expliquer des enfants qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont allés à l'école de la République, détestent la France. Quand je dis ils détestent la France. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai problème. Quand il y a les JO, il y a le truc, quand je mets mon maillot de l'équipe de France, les gens me demandent, mais pourquoi tu supportes la France? Mais c'est ça, c'est incroyable ça, Khalid. Mais moi, je supporte la France parce que je suis reconnaissant de ce que la France m'a donné. Comme moi. Très comme important moi. ce que dit Khalid. Et c'est un amour que mon grand-père m'a donné. Mon grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Khalid. Un de ses frères a fait la guerre d'Indochine. L'autre a fait la guerre d'Algérie. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de venir en France. Khalid. Moi, le reste de ma famille, ils sont aux États-Unis. Moi, j'ai choisi de venir en France parce que j'aime la France. Je me retrouve dans les valeurs de la France. Merci Khalid d'avoir été avec nous. Il nous reste 10 secondes, c'est pour ça donc je dois vous dire au revoir. Vous étiez incroyable Khalid. Si vous voulez nous rappeler demain, c'est avec grand plaisir sur Europe 1. On pourra continuer à discuter avec vous. Je vous remercie. Merci Khalid, exceptionnel. Franchement, il a tout bien résumé. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il y a Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 qui arrive tout de suite dans Punchline. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci bien sûr Fabien, merci Olivier, merci Valérie Benem et un immense merci à Gauthier Lebray. Et bien sûr à tous les auditeurs. À demain sur Europe 1.